Il est député de la France Insoumise du Val d'Oise et auteur en 2022 d'une proposition de loi demandant l'amnistie pour les gilets jaunes condamnés. Spécialiste des questions internationales, il est co-auteur du programme international de la France Insoumise pour la campagne présidentielle de 2017, puis de 2022. Il accompagne régulièrement Jean-Luc Mélenchon dans ses déplacements à l'international. La parole est à Arnaud Le Gall. Quel honneur. Quel honneur de parler devant peut-être plus de 4000 personnes pour défendre la paix, question centrale de notre temps. Et oui, camarades, vous le prouvez aujourd'hui, l'internationalisme est bien vivant. On nous bassine tous les jours avec la propagande de l'international réactionnaire. Mais oui, il y a une internationale pour la paix, une internationale pour les travailleurs, une internationale des peuples. Guerre coloniale et génocidaire à Gaza, guerre d'invasion en Ukraine, guerre de 30 ans en République démocratique du Congo sur fond de pillage des ressources. Guerre entre deux fractions de l'armée ravageant un pays entier au Soudan. La liste serait trop longue des 61 conflits recensés dans le monde. Un record depuis la Seconde Guerre mondiale. La menace d'un conflit entre grandes puissances nucléarisées revient en force. Cela va évidemment de pair avec la hausse ininterrompue des dépenses d'armement depuis 10 ans. Comment sommes-nous arrivés là ? Je m'excuse par avance, je vais faire un petit retour historique, j'espère ne pas trop refroidir cette salle, mais je me suis dit qu'il en fallait pour tout le monde. Dans l'idéologie dominante, l'explication est simple. Les régimes autoritaires, russes et chinois, et tout un ensemble d'acteurs non étatiques, non occidentaux, plus ou moins barbares, se rémuent par la détestation de nos valeurs et du monde libre. Dès lors, de l'Ukraine au Proche-Orient, l'enjeu serait de combattre la barbarie, quoi qu'il en coûte. Peu importe si au passage, les dirigeants occidentaux laissent Israël commettre à Gaza le premier génocide du XXIe siècle au nom de la défense de la démocratie. Les complices du génocide méprisent les initiatives symboliques visant à venir en aide aux Palestiniens de Gaza. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que même si les flottilles n'arrivent pas à destination, le message qu'elles envoient est fondamental. Nous ne sommes pas complices du génocide. À cet instant, nos pensées vont vers le peuple de Gaza et vers les militants de la flottille emprisonnés par Israël. Parmi eux, des parlementaires de la France Insoumise notamment. Honte au gouvernement français qui ne fait rien pour les défendre. Quand d'autres ont d'ores et déjà œuvré à leur libération. Honte aux complices du génocide. Comment en sommes-nous arrivés là ? Seule une grille de lecture matérialiste permet de s'affranchir des obsessions identitaires reprises avec des nuances de l'extrême centre à l'extrême droite. Ce que nous vivons, c'est la fin de la mondialisation néolibérale. La fin d'un capitalisme caractérisé par le libre-échange et une financiarisation en dollars qui avait permis, depuis la fin de la convertibilité du dollar en or, la relance de l'hégémonie de l'empire états-unien. Le consentement à cet ordre était assuré par l'hégémonie d'un empire reposant sur une suprématie monétaire, économique, militaire et idéologique qui a connu son apogée, les plus anciens d'entre nous s'en rappellent, dans les années 90. Le gendarme autoproclamé d'un monde soi-disant unipolaire a vendu le mantra absurde de la fin de l'histoire. L'idée selon laquelle la démocratie libérale et l'économie de marché s'imposaient au monde entier de manière automatique et avec elle la paix. Alors évidemment, il ne vous aura pas échappé que cette mondialisation soi-disant heureuse, elle a d'abord été une guerre sociale. Résumé en un chiffre, de 1980 à 2022, la part des salaires dans la valeur ajoutée est passée de 63 à 52% dans les pays dits développés et de 62 à 49 dans les pays dits en développement. Ça s'appelle une guerre de classe. Partout, des petites oligarchies nationales ont profité sur le dos du grand nombre. Et l'avidité des détenteurs de capitaux, soucieux de baisser les coûts de production, a provoqué l'exploitation à tel endroit de la planète, la désindustrialisation et l'exploitation à d'autres. Tôt ou tard, les contradictions d'une telle configuration devaient exploser au grand jour. Cette mondialisation a dès le départ également été une mondialisation armée,
Parce que la paix américaine a quand même été un peu sanglante pour le peuple irakien. Et dès la première intervention militaire des États-Unis en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a compris que l'élargissement de l'OTAN était la priorité absolue à rebours des promesses faites à la Russie. On en mesure les conséquences actuellement. Puis la fabrique de l'ennemi s'est poursuivie avec la guerre au terrorisme après le 11 septembre. Les néoconservateurs ont engagé les États-Unis dans une guerre permanente. Cette fuite en avant s'est révélée désastreuse pour le monde entier, États-Unis compris, à l'exception évidemment des dirigeants qui avaient des parts dans l'économie de guerre. Le corollaire de la fin de l'histoire a été complété par celui du choc des civilisations, qui sert de grille de lecture actuellement. Elle a réactivé dans tout le monde occidental une grille de lecture raciste, coloniale. Une grille de lecture sans laquelle on ne peut pas comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, nos dirigeants ne disent rien, voire approuvent ce qui se passe à Gaza. Le déferlement identitaire et autoritaire auquel on assiste vient donc de très loin. Au moment 2008, pour ceux qui s'en rappellent, la crise des subprimes a été un accélérateur de ce délitement. Délitement de l'hégémonie des États-Unis, délitement du système de sécurité collective bâti autour de l'ONU, et enfin, accélération de la guerre à la nature, qui ne peut mener qu'à davantage de guerre parce que le capitalisme interdit toute réponse solidaire et collective face aux défis communs de la crise climatique et plus largement de la crise écologique. Alors depuis, de la pandémie à la guerre d'Ukraine, qui elle-même découle de certaines limites du capitalisme russe, à la guerre coloniale et génocidaire d'Israël à Gaza, ces dynamiques ne font que s'exacerber. L'économie de guerre est représentée comme seule réponse possible à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais cette économie de guerre s'explique d'abord par le fait qu'après des décennies de désindustrialisation, l'industrie de l'armement est devenue dans nombre de pays comme la France l'un des derniers fleurons. Aux États-Unis, le complexe militaro-industriel est l'un des derniers secteurs susceptibles d'entraîner l'économie. Cette économie de guerre s'inscrit donc dans une nouvelle forme de capitalisme. Je n'ai aucune nostalgie pour l'ancienne forme, mais la nouvelle forme est encore pire parce qu'elle repose sur la guerre, sur un impérialisme à l'état pur, c'est-à-dire où on fait même plus semblant de respecter les formes de la souveraineté. Quand Donald Trump dit « le Groenland est à moi », quand il dit « j'aiderai l'Ukraine si elle me donne ses ressources », quand il propose au Congo de faire la paix du moment qu'il peut continuer à piller les ressources, c'est un impérialisme à l'état pur. Et la situation est d'autant plus dangereuse qu'après avoir perdu leur suprématie économique, les États-Unis voient leur domination monétaire contestée par les BRICS. Il ne leur reste donc pour un temps indéterminé que leur suprématie militaire. Enfin, la vision identitaire et raciste du monde est débridée depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, je l'ai dit, dont le corollaire est la chasse aux islamo-gauchistes et leurs complices woke. Propos évidemment qui relève d'un fatras qui ne renvoie à aucune réalité concrète, mais qui vise à toujours créer des ennemis intérieurs, chaque jour, des nouveaux ennemis intérieurs. C'est une caractéristique simple du fascisme. Oui, la paix, tant civile qu'internationale, est donc l'urgence de notre temps. C'est pourquoi, à la France Insoumise, nous avons fait l'axe majeur de notre combat. Depuis des années, nous portons ce que nous appelons, nous, une diplomatie altermondialiste et non alignée au service de la paix. Elle repose sur quelques fondamentaux. D'abord, défendre la paix suppose de rappeler que toutes les vies se valent. C'est la base. Par-delà les différences de régime politique, de religion, de couleur, l'établissement et le respect de règles communes fondent notre commune humanité. C'est pour cela que nous défendons systématiquement le recours à la diplomatie et au droit international, en dépit de leurs limites. Quand les dirigeants refusent d'appliquer les règles, le problème, ce ne sont pas les règles, ce sont les dirigeants. Comment accepter qu'on peut établir des milliers de sanctions contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine et qu'on n'agit pas contre Israël dont le gouvernement commet un génocide en direct? Le monde entier assiste à cette faillite morale d'un Occident qui n'a plus aucun crédit. En Ukraine et ailleurs, il n'y a pas d'autre horizon visible que d'accepter de discuter et négocier avec ceux qui ne sont pas nos amis. C'est là le cœur de la diplomatie. Le club des copains comme le G7 sont dépassés. Et lorsqu'on a affaire à des crimes de guerre et contre l'humanité, voire des génocides, les sanctions doivent être immédiates et universelles. Honte au gouvernement français qui a donné des garanties sur ce point à Netanyahou.
Nous continuerons donc à prôner un règlement diplomatique de la guerre en Ukraine, car il n'y a pas d'issue militaire possible et acceptable à cette guerre. Tout comme nous continuerons à exiger des sanctions contre Israël, la rupture des accords économiques entre l'UE et Israël, qui est contenue notamment dans la motion de censure que nos camarades de The Left et de la France Insoumise vont défendre au Parlement européen la semaine prochaine, et la condamnation des dirigeants génocidaires. Notre seule boussole est la paix. Pour le reste, nous sommes non alignés, c'est-à-dire que nous rejetons toute inscription dans des alliances militaires permanentes, à commencer par l'OTAN, alliance dont les membres représentent à eux seuls plus de 70% des dépenses militaires mondiales. Nous refusons de suivre les États-Unis dans la logique de bloc qu'ils veulent imposer sur fond de fragmentation de la mondialisation. Si nous sommes au pouvoir, nous ne paierons pas le tribut exigé par Trump de 5% du PIB consacré aux dépenses d'armement à l'échelle européenne. Oui, nous refusons d'être embarqués dans des logiques de guerre qui ne sont pas les nôtres, ni celles des États-Unis, ni celles de qui que ce soit d'autre. Dans la zone Asie-Pacifique, nous refusons de participer à quelque alliance militaire face à la Chine. Ce non-alignement va de pair avec la reconnaissance de l'ONU comme seul acteur institutionnel légitime pour notre sécurité collective. Nous devons parler à tout le monde au-delà de la sphère occidentale. Et c'est à l'ONU qu'on peut le faire, quelles qu'en soient les limites. Mais là encore, quand les dirigeants ne respectent pas les règles de l'ONU, le problème, c'est pas l'ONU, c'est les dirigeants. Nous devons parler à tout le monde. Ça a toujours été le cas pour la famille internationaliste à laquelle nous appartenons. Et c'est devenu plus nécessaire que jamais, car le monde occidental n'est plus le centre du monde, et tant mieux. Enfin, défendre la paix implique évidemment de combattre le capitalisme à l'échelle nationale et internationale. Je pense ici aux acquis d'un altermondialisme bien compris, un altermondialisme clairement anticapitaliste, conscient que rien n'est possible sans la mobilisation des peuples. Je pense à cet instant aux revendications qui inspirent, consciemment ou non, les dizaines de révoltes populaires que nous appelons pour notre part révoltes ou révolutions citoyennes qui ont marqué l'histoire des 15 dernières années. De la Tunisie à la Thaïlande, en passant par le Chili, le Liban, le Burkina Faso, la France des Gilets jaunes, les USA d'Occupy Wall Street, Madagascar, le Népal, le Maroc, et j'en passe des dizaines. Partout, les peuples se révoltent ou se sont révoltés. Alors évidemment, par-delà les différences de conjoncture, puisque chaque situation nationale est différente, il y a systématiquement un rejet des conséquences de la mondialisation néolibérale, une demande de commun, une demande de bien commun. Et évidemment, partout où il y a révolte ou révolution, il y a contre-révolution. Encore plus quand il n'y a aucune offre de gauche anticapitaliste pour répondre politiquement à ces révoltes populaires. Partout, le capital préfère la solution fasciste, identitaire, aux revendications populaires et anticapitalistes. Mais nous devons continuer à l'affirmer sans cesse. La paix implique de combattre les inégalités et les privilèges des classes possédantes, d'étendre en permanence et méthodiquement la sphère des biens communs en dépend de la sphère marchande, de défendre méthodiquement les droits des travailleurs. Nous ne le découvrons pas. C'était déjà le slogan de l'Organisation internationale du travail, fondée après la Seconde Guerre mondiale, et dans lesquels il y avait quelques restes de la grande internationale, et c'était déjà pas si mal. Nous en sommes à ce moment de l'histoire, toujours et encore, et nous avons le devoir de mener cette lutte sans rien céder face aux ennemis de la paix. Je vous remercie.